samedi, on regarde les meilleurs moments de SLT, saison 12. 27 ans de carrière, 30 millions de disques vendus, 4 Grammy Awards, 3 Brit Awards. Un big up! Ce qui serait vraiment génial, ce serait que ce groupe puisse venir avec moi partout où je vais, pour me présenter partout où je rentre. Par exemple, si je vais dans un restaurant, je rentre et comme ça, le groupe peut jouer. Alors aujourd'hui, Seal, vous revenez avec un 10e album intitulé Standards, où vous reprenez des morceaux de Frank Sinatra, d'Ella Fitzgerald, de Ray Charles, de Nina Simone. On va en parler, mais avant ça, je voudrais faire un petit flashback. Alors, vous êtes né le 19 février 1963 à Londres, sous le nom de Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Can you tell it, please? You say it so eloquently. Non, vous prononcez parfaitement avec élégance. Alors, vos parents étaient nigérians, immigrés en Angleterre, mais vous avez aussi des origines brésiliennes. Yes, my grandfather, my oui, mon grand-père. Est-ce que vous savez dire magnifique? Magnifique. 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 Et ben voilà, ouais. Sorry. Go ahead. Magnifique. Ah non. Alors. It's so easy to make you happy. C'est vraiment facile. Because you know, she's famous in France because she's from Brazil, and she says all the time, "It's magnifique," and we love her. We love her. Oui, je vois. Alors, peu de temps après votre naissance, vous êtes envoyé dans une famille d'accueil qui s'appelle les Schooling. La vie est belle, sauf qu'à 4 ans, votre mère biologique veut vous récupérer. Et vous n'avez jamais vu votre mère biologique, et vous êtes surpris de la voir, et vous êtes surpris par le noir de sa peau, parce que vous n'aviez pas conscience à l'époque de votre négritude, vous viviez avec des blancs. Et quand vous voyez votre mère, vous hurlez. Il fait bien, yeah, it's a good point you make. Oui, c'est vrai. So I was quite surprised at J'ai été assez surpris how dark my biological mother was, que and ma mère biologique était très noire. I grew up from the age of 0 to 4 in a predominantly white area. J'étais dans un quartier plutôt blanc. That was also the beautiful thing about it, because c'est là qu'est la beauté de tout ça aussi. What it did is that it affected. Parce qu'en fait, ça a eu un effet sur la vision du monde que j'ai aujourd'hui. Et en raison de cela, finalement, j'ai été élevé de manière à ne jamais voir les couleurs. Alors, vous retrouvez votre sœur Schooling, évidemment de la famille Schooling, en 2007, donc beaucoup d'années plus tard, chez Oprah Winfrey. Ça, c'est quand même extraordinaire. It was fun. Vous retournez chez vos parents biologiques. C'est pas facile la vie, hein. C'est des coups de poing, des coups de fouet, des coups de ceinture, parce que votre père est très violent. Et heureusement, il y a la soul music, et votre mère écoute de la soul music à la radio en fabriquant des perruques, parce que c'est son métier. From a very early age, even though I sang très at petit, 11, j'ai commencé à chanter vers 11 ans, mais je n'avais jamais imaginé devenir musicien. And also I never sang at home. Et je ne chantais jamais à la maison. Celui qui vous a aidé à devenir un chanteur, c'est Mr. Wren, qui était votre professeur de musique. Oui. Et il adorait votre voix, et un jour il vous dit, il y a un concert à l'école, tu devrais chanter. Vous montez sur scène et finalement ça se passe très bien. Yeah, well, I actually loved him. Ben en fait, c'est lui que j'ai beaucoup aimé. Je l'admirais énormément. He was cool. Il était cool. He was a singer. C'était un chanteur. Et il était devenu professeur. All of the guy teachers wanted to be like him, et and all of the tous les profs voulaient être comme lui. Tout le monde voulait être comme lui. Donc c'était un mec cool. He sang, so I just sang et il chantait. Et en fait, je me suis mis à chanter parce que je voulais lui ressembler. Voilà. Alors, à l'âge de 15 ans, vous quittez la tyrannie paternelle
pour vivre dans la rue, si vous vivez dans le métro. My father's tyranny. La tyrannie de mon père. Actually, I love the French. They're so melodramatic. Beaucoup le français, c'est vraiment très mélodramatique. At the age of 15, à l'âge de 15 ans, your father's tyranny. Vous échappez à la tyrannie de votre père et vous échappez dans les rues. Après le chanteur extraordinaire, quel tragique. Mais c'était tragique. C'est le pays de Victor Hugo. Ici la voix. Thierry, on dirait que vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire allumer. Non, mais tout va bien. Je suis très heureux d'avoir Syl sur mon plateau. C'est vrai que, non, mais à l'époque, sérieusement, vous vivez dans le métro, vous vivez dans la rue, vous vivez dans des squats, vous vivez dans l'angoisse. If I look at the life that I have now, si je regarde la vie que j'ai maintenant, and so I look at all of those things donc, now and say, je m'intéresse à tout ça, je me dis, the problems that you refer to, que les problèmes dont vous parlez, ce sont des problèmes de riches finalement, parce que tout cela a mené à ce qui se passe aujourd'hui. Et là, mesdames, messieurs, il y a un miracle. Vous avez 23 ans, quand votre petite amie vous entend chanter et trouve que vous chantez très très bien et elle vous offre du matériel. Reviens. I'm listening. Je vous écoute. Unlike most males, I can multitask. Il préfère les boules à ta gueule. Je suis multitâche. Et là, vous rencontrez des musiciens à Londres. Vous partez d'ailleurs après en Asie, au Japon, et vous allez y rester 1 an. Et quand vous revenez en Europe, vous rencontrez Adamski et vous enregistrez ça. Alors, ça c'était avec Adamski. Ensuite, vous êtes seul pour faire ça. Et en 1994, c'est la chanson de Batman Forever, c'est ça. Et en 2001, avec Mylène Farmer, c'est ça. Et en 2003, c'est ça. Et aujourd'hui, Syl, vous revenez avec un nouvel album qui s'appelle Standards, que vous avez enregistré à Los Angeles. Alors, just one question before you leave. Je voudrais savoir les cicatrices. Everybody wants to know about the scars. Where does it come from? D'où ça vient? Well, you know, there's an old saying, scars il y a un vieux proverbe qui dit que les cicatrices sont comme des tatouages, mais avec des histoires plus intéressantes. Ouais. So, mine are a result of et donc a condition called proviennent d'une maladie lupus, qui s'appelle le lupus. C'est un lupus discoïde. Which happened when I was about 23. C'est quand j'avais 23 ans. And
Et après, en 1989, I must have been around 27 j'avais 27 ans à peu près à l'époque. When I had my first hit with Adamski, you know, the Quand first j'ai song eu we mon played premier tonight. hit avec Adamski, la première chanson que vous avez passée, Going out from the je me recording souviens studio, que je suis sorti and du there studio were two d'enregistrement. women, Il y avait two deux femmes, girls across the street deux jeunes from filles me. de l'autre côté de la rue. And they were saying, "Here, Et il y en a une it's qui a that dit guy, c'est lui, c'est lui. Adamski, 'cause they thought I was Adamski." And the Parce other one qu'il was pensait saying, que j'étais Adamski. "No, no, 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 Et it's l'autre not- a dit non, non, it's not non, him, c'est it's pas not- lui, c'est pas it's lui. not possible." C'est pas possible. And she said, "Yes, it Elle a is. dit, Look mais at the si, scars on regarde les his face. cicatrices. It is." And so, something that Et donc, the point I'm trying to make is something ce that que je veux kind dire, of c'est que appeared that initially caused me, as au you can début, imagine, comme vous pouvez l'imaginer, some discomfort. c'est quelque chose qui a été difficile pour moi Ended up au being départ. my trademark. Et au final, c'est devenu ma signature, quelque part. Magnifique. 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 Je posais une last question. Quand vous étiez avec Heidi Klum, vous étiez un couple parfait. Vous étiez le couple idéal. To you, we were the ideal Oui, couple. Yeah, vu à travers for me, vos yeux. You were ideal. But why did you split? Why did you divorce? C'est la vie pour les artistes. Et il parle français. Il parle français. So it's why who Pourquoi? why, Qui? it's- Comment? There are a thousand answers Il y a to 1000 réponses à apporter D'accord, à to cette that question. question. Maintenant, now. Maintenant. Ah, you speak French. Ah, vous parlez français? I thought you were German. Je pensais que vous étiez allemand. Merci. Merci beaucoup. Merci. You're a big star. Ah, thank you. In your mind too. Oh, thank you. It was the 3rd of September. That night I always remember. That was the day that my daddy died. I never had a chance to meet him. All that I heard was bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Hey, Mama, say, Papa was a rolling stone. Well, wherever he laid his hat was his home. When he died, all that he left us was alone. Let me hear you say it. Papa was a rolling stone. Hey, hey, hey. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all that he left us was alone. Was his home. When he died, all that he left us was alone, alone, alone. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Was his home when he died. Ça va, Christophe? Très bien. Très beau sapin de Noël, on peut le Ah, il est souligner. beau, hein. Magnifique. Très réussi. Je ne le mettrai pas chez moi, mais ici, ça va. Alors, 10 ans qu'on t'a pas vu dans cette émission, tu viens plus aux soirées? Si, je me remets à sortir là. Ah, bah, c'est Ouais, très ouais. bien. Ah, bah, on est content alors. Alors, on aurait pu te mettre ça. On aurait pu te mettre ça. C'est vrai.
même jour, même heure, même pas. Mais on préfère écouter ça. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? J'adore. Et voilà, Christophe Willem est avec nous ce soir. Alors, c'était il y a 10 ans, double jeu. 10 ans. Ah, il s'est passé plein de trucs dans ta vie en 10 ans. Et le même pull, hein, c'est marrant. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est un pull de tortue, normal, quoi. Alors, 5 albums, 2 Energy Music Awards, une victoire de la musique. Un outdoor. Un outdoor. Un World Music Award, un appart à Paris, une maison en banlieue, une traversée du désert, une opération des yeux, un coming out bisexuel. Oh non, ça c'est dégueulasse. Non, c'est pas. Quelques cheveux blancs et une liaison avec Christine Bravo. Oh merde. Oh là là. Ça fait beaucoup de choses, hein, quand même. Ça fait beaucoup. Ça va marquer la fin de la bisexualité, à mon avis. Ça va marquer la fin de toute sexualité, à mon avis. Tu l'as rencontré comment? Tu faisais un concert dans un bar à vin? Non, j'ai rencontré aux grosses têtes, en vrai. Ah. Ouais. Ah ouais. Et j'étais l'invité mystère il y a pas mal de temps, 2-3 ans, et en fait, je la connaissais pas du tout. On est parti dans un fou rire. Tout le monde était convaincu qu'on se connaissait déjà, mais voilà, je trouve Christine elle est géniale. Elle est géniale, bah voilà. Ouais. Faut le dire. Elle est Moi, j'ai fait froufrou avec elle, je me suis régalé. J'adore. Christine, si tu nous regardes. Pourquoi tu t'en vas? Parce que tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais si tu t'en fous. Alors ça, c'est avec Valérie Lemercier qui va nous rejoindre. Très belle chanson. Ce titre, hein. Sur le premier album, c'est un titre qui est moins connu, mais j'adore ce titre. Ouais, c'est très très bien, franchement. Alors, tu es ici ce soir, en fait, pour une double actualité, Christophe. Pas venu pour rien. Ton 5e album qui s'appelle Rio. Ouais. Et un livre intitulé, tout simplement, Christophe Willem, aux éditions du Chêne. Le boulard. Alors, l'album, tu as eu l'idée à Rio. Ouais. Tu passais une semaine à Rio au moment des Jeux Olympiques, aux frais de l'Organisation internationale de la francophonie. Putain, c'est un bon plan. Bah écoute, non, c'était plutôt pas mal cette histoire. Il y avait un titre qui avait été fait par Manu Dibango. Ouais. Il y avait Manu Dibango, Inamoja, Black M et moi qui avons participé à l'enregistrement du titre. En fait, on se relayait à tour de rôle une dizaine de jours à Rio pour montrer le lien entre le monde du sport et le milieu artistique. Donc c'est comme ça que je me suis rendu à Rio. C'est sympa. Ah ouais, c'était très très cool, vraiment. On sortait quand même de toute cette période assez sombre d'attentats, donc il y avait quand même un niveau un peu angoissant dès qu'il y avait un gros rassemblement comme ça avec beaucoup de nations dans le même endroit. Et donc j'y suis allé un peu en fait à reculons et arrivé là-bas. Souvent à Rio, hein. J'étais quoi? Comment j'attendais celle-là? Laurent Baffy. Merci. C'était tellement... Merci. Non mais je te les envoie. On est copains. Hein. C'est je l'adore, moi. On est copains. Et voilà, en fait, j'étais vraiment cueilli par cette ville, par l'énergie qui se dégage là-bas et surtout la notion... Nous, on sortait donc de ce moment-là assez compliqué ici. Et là-bas, en fait, c'est vraiment une ville où ils n'ont pas l'opportunité d'envisager les choses, donc ils vivent l'instant présent. Ah oui. Et je trouve que c'est un truc qui nous manque un petit peu ici. Donc ça m'a inspiré les textes de cet album. Alors, 3 ans plus tard, effectivement, ça donne un album de 12 titres que tu décris comme pop, fun et soul. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de la pop, tout court, mais si tu veux, en France, le côté pop, c'est toujours un peu la brebis galeuse de la musique. Un peu bubblegum, ouais. Ouais, il y a de côté toujours plastique, toujours... Ouais. Voilà. Je n'arrive pas à trancher dans un registre musical, j'aime bien plusieurs choses. Et la pop, voilà, je me sens bien dedans. Alors, ça t'empêche pas quand même d'aborder des thèmes assez graves. Il y a un titre qui s'appelle Madame, qui est un hommage à Latifa Ibn Ziaten, donc la mère de Imad, la première victime de Mohamed Merah. Avant de mourir, il lui a dit « Reste debout pour le meilleur comme pour le pire ». D'où l'idée de faire un morceau qui lui est consacré. Alors oui, je suis tombée un jour, je pense comme beaucoup d'entre nous, sur un reportage à la télé sur elle, et j'ai été bouleversée par le combat de cette femme, justement parce que c'est en totale opposition à ce qu'on vit en ce moment. On est dans un repli identitaire, un repli religieux, et on voit cette femme qui, moi, symboliquement, est beaucoup plus que l'histoire de cette mère qui se bat pour défendre l'histoire de son fils. Pour moi, cette femme, c'est une femme marocaine, musulmane, voilée, qui aujourd'hui est pour moi l'emblème de ce qui me plaît dans la République, c'est-à-dire la laïcité et le vrai bien vivre ensemble. Et je trouve que ça dépasse le cadre de son histoire personnelle. C'est très bien. Il y a aussi, toujours dans cet album Rio, une ode à la liberté sexuelle
écrite par Zazie. T'as une voix d'enfant. T'as une voix... Non, mais c'est vrai. Merci. Ah ouais, ça fait plaisir. Moi, je me souviens de la Nouvelle Star. Je te regardais tout le temps à cause de t'as une voix exceptionnelle. Merci beaucoup. Donc, tu as avoué ta bisexualité dans Têtu en 2015. Moi, je l'ai vu dans La Croix en 2016. Oui, ça doit être ça. Non, mais parce qu'en fait, il y a toujours l'éternelle question, en fait. Depuis que je suis sortie de l'émission Nouvelle Star, il y a toujours le truc de « alors vous êtes gay, alors vous n'êtes pas gay ». Après, on me dit « pourquoi vous n'êtes pas un peu plus porté pour défendre certaines idées ?» Et j'ai toujours dit que pour moi, que l'amour était une question de personne, que la sexualité, c'était quelque chose d'annexe dans l'histoire entre deux individus. Voilà, et donc... Après, on m'a demandé d'expliquer clairement. Si vous ne comprenez pas, on va dire que bisexuel, c'est quelque chose qui est plus clair. Voilà. Mais j'ai toujours été fascinée par le besoin systématique de comprendre avec qui les gens couchent. Moi, c'est tellement un non-sujet. Et si tu veux, pourquoi j'ai jamais voulu défendre une sexualité plutôt qu'une autre? Parce que ça voudrait dire que tu défends quelque chose en opposition à une normalité. Et pour moi, tout est normal. Mais ici, on ne te posera pas de questions. Non. C'est pas le genre de la maison. Ce qu'on peut dire, c'est que la bisexualité maximise... les chances de pécho, bah oui. Voilà. Alors, tu as déclaré « Je suis plus heureux et serein dans ma vie aujourd'hui. J'ai peut-être moins de succès commercialement parlant. » Beaucoup moins. Mais les gens qui sont réceptifs à ma musique ne sont pas dans le culte de la personnalité. Ici la voix. Oui. Thierry, vous vous trompez. La phrase « Je suis plus heureux et serein dans ma vie aujourd'hui » est une phrase de François Fillon. Ah, pardon. Oui, alors tu dis que les gens qui sont réceptifs ne sont pas dans le culte de la personnalité, mais paradoxalement, tu sors un livre appelé Christophe Willem. Alors, attends. Là, on est bien dans le culte de la personnalité, là. Non, faut réexpliquer. L'histoire du livre, donc c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Elodie Sfugo, qui est une critique musicale. Et en fait, ça fait très longtemps que les gens voulaient faire un livre sur moi, que j'ai toujours dit non. Parce que je trouve que raconter une biographie quand t'as 10-11 ans de carrière, c'est quand même assez ridicule. Ouais. Et en fait, Elodie a eu l'idée intéressante. Elle me dit, voilà, je trouve qu'à chaque album, t'as fait un style qui était différent. Des fois, les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas identifié exactement ce que tu voulais exprimer. Et en fait, à travers ce livre-là, on remonte les 5 albums et j'explique toutes les collaborations. Les gens avec qui j'ai bossé parlent énormément de mes choix artistiques. Et voilà, à travers ce livre-là... C'est pour comprendre vraiment Christophe Willem. Musicalement, voilà. Qu'est-ce que je fais, qui je suis en tant qu'artiste. Alors, dis-moi, tu sais toujours chanter, hein? Ouais. Tu peux pas me chanter quelque chose? Tu veux que je chante quoi? Sunny. Ah, vas-y. On peut pas chanter avec le groupe? Si, pourquoi pas. C'est juste pour moi, hein. C'est un cadeau pour moi. Sunday, yesterday my life was filled with rain. Sunday, you smile at me and really isn't pain. The dark days are gone and the bright as I hear my sunny one shine so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Oh, Sunny, thank you for the glow that blew my way. You gifted me your all and all. Now I feel different all. Sunny one so true. I love you. Bravo! Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de SLT saison 12. À tout de suite.
les terriens du samedi. On continue avec les meilleurs moments de Salut les terriens, saison 12. Et maintenant, voici mon CDD. Il est toujours en CDD. Comme dans la vraie vie, voici Tom Villa. Ça va très bien. Donc je suis toujours en CDD, c'est ça? Ouais. Le CDD est renouvelable combien de fois? C'est deux. La Castaner. Oui, alors. Question Jean-Jacques Bourdin, combien de fois, monsieur Castaner? 2 fois, j'ai révisé depuis. Voilà, il connaît ses réponses. Très bien. Bon, bah super. Bon. Les vacances furent bonnes, tout va bien? Tout va très bien. C'est quoi ce petit gilet de notaire? Je l'ai récupéré dans la loge de Stéphane Guillon, c'est tout ce qu'il a laissé. Voilà. Non, j'aime beaucoup Faustine. Juste l'année dernière, quand elle est venue, voilà, c'est Robert Ménard qui est venu, enfin 5 minutes, et t'étais assise à côté de lui. Et voilà, donc si Christophe Castaner part aujourd'hui, on sait que ça sera de ta faute. Non, en plus, quand il y avait Ménard à l'époque, t'avais été très gentil, tu t'animais le meilleur pâtissier, tu avais ramené des têtes de nègre et tout, c'était adorable. Faustine, qui maintenant fait partie de France 2, qui anime une émission d'accueil qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, que vous définissez comme une émission tournée vers l'avenir, voilà. Et du coup, les émissions tournées vers le passé, c'est quoi? C'est Vivement Dimanche ou Le Jour du Seigneur? Non, Ça commence aujourd'hui, c'est un peu la continuité de toute une histoire. Tu sais, vous avez fait un peu comme les Républicains avec l'UMP, vous avez juste changé le nom, mais c'est... Non, j'ai regardé, c'est beaucoup plus sympa. Il n'y a plus la dépressive, là, Sophie Davant. C'est vachement bien, franchement, c'est... Je croyais que tu parlais de Frédéric Lopez. Attention, parce que Monsieur Dupont-Aignan, faut pas l'embêter, parce qu'il peut partir d'un plateau à n'importe quel moment. On l'a vu au JT de 20h. Voilà, c'était ma femme. Bah oui, oui, il n'avait pas été invité au débat avec tous les candidats. Du coup, vous étiez venu et puis vous étiez reparti. Non, mais c'était un beau coup de buzz. Voilà, en revanche, sur le plan du bilan carbone, c'était pas terrible, mais non, donc voilà, je marche sur des œufs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous me dites, hein, si je vais trop loin, je m'arrête. Hein. Non, parce que depuis Ménard, il balise. Mais non, mais vous faites de la politique? Oui, je crois, ouais. Jusque-là, j'ai bon. En 2008, vous aviez été élu comme maire, le mieux élu de France, avec 79,70%. Et en 2014 aussi. Bon, en Afrique, ça reste un petit score, mais bravo quand même. C'est vraiment... Et donc, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, c'est Debout la France. Voilà, ça exclut quand même tous ceux qui sont en fauteuil. Il a lancé le mouvement le jour du Téléthon. À la dernière présidentielle, vous aviez choisi votre camp. Alors, soyons précis, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas rallié le Front National, mais il a rallié Marine Le Pen. Voilà, rien à voir, hein, vous l'avez dit. Vous n'avez pas rallié, mais négocié. Voilà. Du coup, quand vous avez demandé votre femme en mariage, c'était une négociation aussi ou c'était... C'était différent. D'ailleurs, votre femme, qui est votre assistante parlementaire, sauf qu'elle bosse vraiment, contrairement à d'autres. Non, et on l'a appris, là, Thierry, cette semaine, Florian Philippot a quitté le Front National. Ouais. Et voilà, il laisse sa place de vice-président. Ouais. Du coup, dans son bureau, vous allez mettre de la moquette ou du parquet? Stéphane Bern, en tout cas, il a vu tous les plus beaux bijoux de famille du monde et sans jamais aller aux chandelles. Bravo. T'as compris? Oui, bah oui, quand même. T'as compris? Et il est là ce soir pour son livre Secret d'Histoire, c'est le numéro 8. C'est comme les Fast and Furious, il y en a un par an, on s'en regarde plus. Et non, c'est sur la Renaissance. Là. Donc la Renaissance, en gros, c'est une période qui démarre à peu près au XIIIe siècle, qui finit au XVIIe. C'était après le Moyen-Âge. Voilà, il y avait une envie de raffinement, de savoir. C'est une période où les hommes mettaient des perruques et faisaient caca derrière les rideaux, comme chez Patrick Sébastien. Et à chaque fois que vous faites un secret d'histoire, c'est extraordinaire. Il y a 30% d'augmentation du public dans les 5 ans qui suivent. Voilà. Ça ne vous dirait pas de faire un secret d'histoire sur Canal+? C'est vrai, Thierry, il existe encore 3 grands mystères non résolus. La mort de Kennedy. Ouais. Que se cache-t-il derrière le chapeau de Geneviève de Fontenay? Ouais. Et que se cache-t-il derrière les lunettes de Karl Lagerfeld? C'est vrai. Des yeux de myope. C'est vrai? D'accord, ok. Non, mais Karl qui a travaillé avec les plus grands, voilà, il a collaboré avec H&M, Coca-Cola, Optique 2000, Magnum, Volkswagen. C'est pas un CV, c'est un caddie. Hein. Là, non, il a déclaré moi, je jette l'argent, il faut que ça sorte par la fenêtre pour que ça re-rentre par la porte. Ouais. Juste, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse pour que je reste sous votre fenêtre, s'il vous plaît, Karl? Bon, il est dans Incroyable Talent, Moula. Il a fait un tour extraordinaire pour la première émission. Il a pris le téléphone de Kamel Wally et il l'a explosé, il l'a fait ressusciter. Et j'ai envie de tenter la magie. Ah ouais. J'ai envie de tenter la magie. Vous pouvez me passer votre téléphone? C'est votre téléphone? Fais gaffe, c'est le... Ah, c'est le dernier?
C'est votre téléphone et vous me l'avez donné. On est d'accord? Ouais. Camille Lou, bonsoir. Alors... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vrai tour. Alors... Oh non! Mais t'es con, quoi! Voilà. Alors, mais c'est Eric Antoine qui m'a appris le tour. Et là, regardez, c'est un torchon magique, c'est extraordinaire. Regardez, vous le mettez comme ça. Tout le monde fait de la magie. 2, 3. Voilà. Alors attendez, on peut le refaire. 1, 2, 3. Ok, alors attends, j'ai peut-être merdé un truc. Laurent, file-moi ton portable, on recommence, je suis désolé, je parle. Mais je suis désolé, Thierry. Voilà. Alors... Bon, on continue. Ne faites pas la gueule, Thierry. Non, je fais pas la guelle. Du coup, t'as plus de poids maintenant. Ça fait 3 mois que je l'attends, ce téléphone. Mais avant, vous aviez un Nokia à clapet. J'avais un Nokia à clapet, je suis passé du Nokia à clapet à l'iPhone 10 et je vais revenir au Nokia. Ici la voix. Oui. Si vous pouvez raccourcir la chronique de Jérôme Bonaldi, parce qu'on a salué les terriens juste après. Non mais attendez, c'est pas parce qu'il marche plus que, enfin peut-être que, attendez, je vais essayer de vous appeler pour voir s'il y a un truc peut-être. Allez, voilà. Bah il est là. Attends, on est d'accord, c'est votre téléphone. C'est votre téléphone, il y a le fond d'écran et tout? Ah bah il y a ma meuf en fond d'écran. Ouais. Merci à Eric Antoine qui m'a donné 2-3 conseils qu'on peut applaudir. Ah ouais, je suis sur le cul là. Michel Onfray, bonsoir. Alors Michel, j'aimerais qu'on regarde votre première émission de télévision parce que tout était déjà là. On regarde. Michel Onfray, vous avez quel âge? Vous avez 30 ans? 30 ans. Vous êtes prof de philo? Oui. À Caen? À Caen. En Normandie? Oui. Il n'y a donc pas d'accent? Non. Bon, vous êtes prof de philo. Et c'est d'abord une histoire formidable. Vous avez écrit ce bouquin en combien de temps? 4 jours. En 4 jours? 4 jours, oui. C'est un bouquin de philo, faut le dire. Hein. Oui. Matin, midi et soir, la nuit également, enfin 4 jours pleins. Ça vous a gratouillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'avais la chance de profiter de vacances puisque j'ai eu un infarctus qui m'a arrêté 4 mois, qui m'a séparé de mes élèves. Je savais plus quoi faire. Vrai, ouais. J'ai rencontré une diététicienne déplorable qui m'a donné envie de rédiger ce texte-là. J'ai fait très rapidement. Oui. Alors 4 jours comme ça, sans tellement revenir dessus, il faut dire que c'est superbement écrit, donc vous savez un peu écrire, vous êtes prof de philo après tout. Vous l'avez mis à la poste, à plusieurs éditeurs ou à un seul? 3, mais vraiment pour essayer. Et j'ai eu la réponse de Grasset très rapidement. Ouais. Alors Jean-Paul Otthoven vous a dit ouais, ça marche. Voilà. Il a signé le contrat, le bouquin sort. Et c'est un bouquin qui est une idée formidable. On arrive à l'idée. Le ventre des philosophes, c'est dit dans la première phrase de l'intro, à la limite, on va la lire. Hein. Toute cuisine révèle un corps en même temps qu'un style, sinon un monde. Et vous dites en fait que la manière dont les philosophes mangeaient révélait leur monde. Voilà, tout à fait. Qu'il n'y a pas de diététique innocente. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous venez à Paris, donc on vous dit, on prend votre livre, vous venez à Paris, Jean-Paul Otthoven vous reçoit pour vous dire, on prend ton bouquin, il y a quelques petites corrects à faire. Vous prenez le train pour rentrer chez vous, et en arrivant, vous l'appelez, vous dites, c'est fait, pendant le temps du voyage, quoi. Dans la maison, personne n'y a cru. Tout le monde pensait que je cachais quelqu'un et que je servais de prête-nom. T'as pas lâché la philo, mais t'as bien lâché la diététique. Hein. J'ai vieilli. Alors ça, c'était en 1989, et ensuite, il y a eu ça. Donc ça fait quoi de voir toutes ces unes là comme ça là? Les unes à la suite des autres, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Ça fait beaucoup. Un peu trop, il me semble. Certaines qu'on n'a pas envie d'avoir non plus. Hein. Les gens ont l'impression qu'il y a des plans médias et qu'on négocie des couvertures. Pas du tout. On découvre. Vous faites vendre. Oui, il y a aussi ça. Faut-il brûler en frais quand même? Oui, faut-il brûler en frais, c'est beaucoup. C'est l'époque. Alors, vous dites que les médias sont là pour manipuler les gens, les faire adhérer à la doctrine libérale et faire élire Emmanuel Macron. En tout cas, on ne peut pas dire que vous n'ayez pas la parole. Pourquoi alors? Parce qu'ils sont sûrs d'eux.
ou parce que finalement vous n'êtes pas si dangereux que ça? Non, mais parce que la censure, il ne faut pas qu'elle soit visible. Donc on dit, regardez, on invite nos adversaires, même nos ennemis, et puis on leur consacre des unes, sauf que quand vous avez des unes qui prétendent que vous faites le jeu du Front National, on voit bien, d'abord ce ne sont pas des unes qu'on a envie d'avoir, mais ensuite on criminalise toute pensée qui est alternative. Vous dites Macron est la poupée gonflable du capital, ce qui est assez bien dans le sens de la formule, je reconnais, c'est assez fort. Et lui, il vous répond que vous regardez le monde d'hier avec les yeux d'hier. Je trouve qu'il est mal placé parce qu'il nous fait toujours l'éloge de Paul Ricoeur, qui a été pétiniste, et il nous fait le coup maintenant de Jürgen Habermas, qui lui a été dans la jeunesse hitlérienne. Donc on a envie d'avoir des... Paul Ricard était pétiniste. Ouais. Donc je veux Ici bien... la voix. Laurent Baffy, pas Paul Ricard, Paul Ricoeur. Ça m'étonnait aussi. Alors, Bruno Roger Petit, qui est donc maintenant chargé de la cellule riposte à l'Élysée, parce qu'il y a une cellule riposte pour s'attaquer à des gens comme vous, comme Finkielkraut et comme Zemmour. Bruno Roger Petit a écrit, donc dans Challenge, « Inutile d'aller au bistrot pour écouter les analyses de René. Entre deux tournées de Beaujolais, il suffit d'acheter l'Obs et Valeurs Actuelles. » C'est-à-dire qu'il vous compare, en fait, au Café du Commerce, quoi. Oui, mais ça vaut pas grand-chose, le jugement de ce monsieur, quand même. La preuve, vous avez vu où il est? Oui. Alors, Laurent Geoffrin, c'est un peu mieux. Dans Libération, non? Non, c'est le même. Non, c'est un monsieur dangereux, je trouve. Laurent Geoffrin dit, on se demande pourquoi, sinon pour des raisons de vente, 3 hebdos, en principe crédibles, donnent autant de visibilité à des élucubrations aussi grotesques. Bah, c'est normal, ce monsieur fait le jeu du Front National depuis des années. Depuis que la gauche a renoncé à être de gauche en 83, tous ces gens-là nous disent que les idées de droite, ce sont aujourd'hui les idées de gauche. Si, comme moi, on est resté de gauche et qu'on dit non, 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 vous avez trahi, et qu'on fait savoir que si le Front National est aujourd'hui présent au second tour des élections présidentielles, c'est un peu à cause de ces gens-là, qui faisaient des unes en disant « vive la crise », je vous rappelle quand même, hein. C'était salaud de pauvre. Si vous êtes chômeur, c'est parce que vous n'avez pas assez de talent pour être des entrepreneurs. On nous faisait l'éloge de Bernard Tapie, c'était la gauche, c'était Geoffrin, tous ces gens-là. Je sais que Tapie était ministre de Mitterrand, faut encore le répéter. Absolument. Oui. Donc aujourd'hui, la mode, c'est de taper sur Marine Le Pen, mais pas sur les gens qui ont rendu possible Marine Le Pen. Moi, mon travail de philosophe, c'est pas de hurler avec les loups, c'est juste de dire Geoffrin et un certain nombre d'autres individus ont rendu possible Marine Le Pen. C'était nécessaire que Marine Le Pen soit au second tour, ils ont besoin de ça, pour que finalement les élections présidentielles ne soient plus qu'un plébiscite. En gros, quand vous avez Macron et Marine Le Pen, on vous dit vous avez le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Vous choisissez qui? Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. Vous êtes prête? Ah, ça va être chaud. Prête à quoi? À l'interview mensonge. Ah oui. Donc à partir de maintenant, vous mentez. On va voir si vous mentez bien. Comment allez-vous? Mal, très mal. Ça va pas. Au bout du rouleau. Ah, vous êtes cuite là. Ouais, je suis cuite, c'est pas simple. Voilà. Ça vous fait quel âge, Valérie? Alors, je suis maintenant actuellement la maman d'un grand jeune homme de 68 ans. Donc, calculez vous-même. Voilà. Vous n'avez pas un peu minci récemment? Alors, vous avez l'œil. J'ai un peu minci parce que l'hiver, je ne suis pas du tout gourmande. Je n'aime pas manger, donc j'ai perdu 2-3 kilos. Ah ouais? Voilà. Ouais. Alors que mon rêve, comme beaucoup de femmes ici, ce serait d'en peser 120, 130. Bah bien entendu. Et je vais peut-être y arriver bientôt. Voilà. Alors, Valérie, vous avez arrêté l'héroïne, la cocaïne, les amphés... Non. Oh là là, plus que jamais. Ah ouais. Plus que jamais, tiens, je continue. En fait, MDMA, bah oui. Tout ce qui est bon pour moi, je prends. Tout ce qui se vend sur le marché. Si possible, coupé avec de l'ammoniac, des choses comme ça. La seule chose à laquelle je ne touche jamais, c'est le champagne. Ah ouais. Alors, est-ce que vous fréquentez toujours les clubs libertins, évidemment? Oui. Bien entendu. Voilà. Alors, et oui, tout à fait. Alors, chaque été, c'est très marrant parce que Valérie Lemercier part dans le nord-est du Brésil pour des pratiques sexuelles, disons, avec des indigènes, avec des locaux. Ouais. Et vous avez déclaré, c'est ma façon de participer au développement économique du pays. C'est vrai, et d'ailleurs, je trouve que je fais toujours des très bonnes réponses, surtout en ce qui concerne l'économie. Oui. Et si le gouvernement voulait me consulter un peu plus, on n'en serait pas là. Mais bien entendu. Voilà. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est quand même ma spécialité.
Valérie Lemercier, qu'on a beaucoup vu l'été dernier à Saint-Tropez avec M. Pokora. Tout à fait. Alors, c'est avec entre lui. Vous, ça fit, hein? Ça fit. C'est avec lui qu'on pratique le libertinage. Et avec deux de nos amis qui sont Nolwenn Leroy et Annie Dupéret. Ah bah, Annie Dupéret. Alors, votre principale qualité? Ma principale qualité, c'est que je n'ai peur de rien. Ah ouais. Ni de faire du motocross, ni des chiens, ni du jet ski, ni du mariage. Donc, mon rêve, ce serait de faire de la moto en mangeant des migales, en me faisant mordre par un gros chien. Oh, voyez oui, oh ça, oui. ce serait en survêtement et en basket. Ah oui, voilà. C'est tout vous, c'est tout vous. Ça, ce serait le Graal. Ouais. Voilà. Votre plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je trouve que quand les conversations virent un peu, tournent un peu trop vers le pipi-caca, je me barre en courant. C'est pas bien, le caca. Bah non. Bah non. C'est pas bien. La partie de votre corps que vous préférez? Alors, mon ventre, parce qu'il est très plat, oui. Très bronzé, oui. Très dur, avec un très joli piercing. Ah. Il n'y a pas de tatouage? Ah si, bien sûr. Ah bon? Et je me suis fait tatouer entièrement l'intérieur de l'estomac. Ça, peu de gens le savent. Mais des super motifs. Un truc que vous regrettez d'avoir fait, c'est le... Mon métier. Ah oui, tout est raté, il faut bien le dire, oui. Alors, est-ce que vous avez déjà couché pour du boulot? Alors, oui. Tous mes rôles, tous mes spectacles, j'ai couché. Et d'ailleurs, si j'étais pas passée à la casserole, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Bah oui. Et alors maintenant, il y a tellement de comiques nouveaux sur le marché que je suis même obligée de coucher avec les spectateurs. Si je veux avoir un petit peu de monde, bien sûr. avec parfois des gens qui ont une hygiène pas très irréprochable. Et le dernier spectacle au Châtelet, je terminais mes journées vers 7-8 heures du matin. Parce que avec tout le monde, hein. Bah oui. Donc voilà ma vie, Thierry. Les gens qui n'ont pas vu l'intitulé au début, ils vont halluciner. Si, c'est marqué en bas. Il y a écrit interview mensonge pendant toute l'interview. Ah, c'est marqué. Tout est vrai, moi, dedans, ce que je dis. Bravo Valérie Lemercier. Alors Jean-Christophe Cambadélis, rebonsoir. Vous avez fait toute votre campagne sur une palette rouge. Cette palette vous a accompagné partout, sur la mer, jusqu'au bout de la campagne du Parti Socialiste. Mais rien n'y a fait, vous avez tout perdu. Ah oui, voilà. Et à la fin, vous avez une tentative de suicide. Alors, en mémoire, évidemment, de cette terrible campagne, nous voulions rendre ce soir un dernier hommage à la palette rouge. Elle est là ce soir. Jean-Christophe, vous voulez juste monter sur la palette une dernière fois. Allez. Et voilà. Il y a plus de monde là que j'en avais dans les rues du 19e. Bravo. Un discours. Est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche. Bonjour, merci d'être présent. Bonjour à vous. Merci de me donner la parole, parce que c'est très difficile aujourd'hui, quand on est socialiste, d'avoir la parole dans les médias. Eh bien, pour vous dire que je suis venu là pour défendre un livre, je vais commencer par ça, qui s'appelle La débâcle, avant d'essayer de faire la reconquête, et que ce livre raconte l'histoire des socialistes, qui n'a pas toujours été rose, même si c'est l'emblème des socialistes. Je voulais vous dire aussi que j'ai hésité avant de venir dans cette émission. On m'a dit, oui, mais n'y va pas, tu vas te faire défoncer par Bafi. Ils vont te soulever ta jupe. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Bon, c'est vraiment pas le genre. C'est mal. Et puis, j'ai dit, écoute, je tente, ça a l'air sympathique. J'ai regardé la dernière, je me suis dit, allez,
on va aller sur le plateau. Et puis vous êtes là derrière, tant mieux. Merci. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Un big up, un big up. On va faire une interview par amour. Par amour. Ouais. Est-ce que vous pourriez quitter votre travail, votre ville ou vos amis? Oui. Les trois. Ouais. Par amour, est-ce que vous hébergeriez ses parents, son ex ou un terroriste? Alors, ses parents, pourquoi pas? Voilà. Ouais. Son ex, s'il y a une petite niche dans le fond du jardin, il n'y a pas de souci. Et un terroriste, comme la niche, elle est déjà occupée. Il n'y a pas de place pour le terroriste. Par amour, est-ce que vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Ouais, tu te couperais 30 cm de bite. Je te les revends. Chirurgie esthétique, non. Non. Bah, ça dépend. Si c'est juste pour se refaire les pommettes là et un petit peu les lèvres, ça va. Mais sinon, non. Par amour, est-ce que vous seriez prêt à vivre à 3 avec son mec? Ouais, je la laisse vivre à 3 avec son mec et moi je reste à Paris, tranquille. Ah ouais? Ouais, cool. Vous n'êtes pas d'accord, finalement? Non, nickel. Non, bah non, quand même. Par amour, est-ce que vous seriez prêt à aller tous les soirs dans un club échangiste? Ça vous ferait une occasion de vous voir. C'est ça. Parce qu'attention, faut pas critiquer ces gens qui font ça. Hein. Ouais. C'est par amour. Hein. Il y a des gens très bien. Eh ouais, là, faut pas que tu te lances dans un truc qui va être une polémique. Mais c'est ça, c'est ça. Vous restez amis et puis voilà. C'est pas les endroits que je fréquente, Thierry. Si la fille vous dit... Je veux y aller. Je veux y aller. C'est mon truc. Mais franchement, je lui prends un Uber, je la laisse partir tranquille. Ah ouais? Ouais, je prends... Alors, par amour, est-ce que vous seriez prêt à prendre 20 kilos? Elle aime les gros, la fille. Ouais, mais c'est dangereux pour ma santé, ça. Hein. Oui. Ouais. Non, c'est Vous dangereux. n'êtes pas prêt à faire grand-chose, finalement. Non, bah si, je peux faire plein de choses, mais bon, prendre 20 kilos, c'est dangereux pour ma santé. Mais par amour. Mais c'est dangereux pour ma santé. Alors, par amour, est-ce que vous seriez prêt à Metsila à faire un allongement du pénis? C'est dangereux pour sa santé, ça. C'est... Faut pas. Si elle commettait un crime, est-ce que vous seriez prêt à lui fournir un alibi, à vous dénoncer à sa place, ou à l'attendre 20 ans à sa sortie de prison? À lui fournir un alibi? Par amour? Oui. Ouais. À me dénoncer à sa place? Ouais. Si elle me trouve un alibi. Si elle me trouve un alibi. Alors, vous seriez prêt, par amour, à cacher le corps de quelqu'un qu'elle vient de tuer? Il est mort. Il fait peur, hein? On dirait Christophe Ondelat. Ouais. Mais regardez, c'est ça. Quelqu'un qu'elle vient de tuer. Genre là, elle vient de le tuer? Oui. Il faut qu'on le cache? Oui. À la cave. À la cave. Et on dit rien à personne? On dit rien. Genre, on a un alibi. Voilà. Tu le fais? Ouais. Tu caches ou pas? Bah, ça dépend qui elle a tué, quoi. C'est ça. Et dernière question. Est-ce que, par amour, vous seriez prêt à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Mais j'ai assez pour acheter une machine à laver, je comprends pas la question. Ben non, pourquoi je... Non, c'est sale. C'est sale. Et maintenant... Alors, quand vous allez entendre ça pour le premier Nouvelle Star, vous allez avoir une pression d'enfer, non? Comment vous allez gérer ça? Je ne sais pas encore, Thierry. Je crois que je vais le gérer au moment venu. Oui, mais je pense que vous ne serez pas le seul et je crois que c'est aussi... Merci, j'espère bien. Et je crois que c'est aussi pour l'une de ces raisons que M6 a fait appel à moi aussi.
parce que forcément c'est un choix audacieux, couillu, et le fait d'avoir accepté aussi c'est un risque, voilà, pour ma part, et en même temps si ça l'avait pas été, je pense pas que j'aurais accepté. J'aime les défis, j'aime les risques, j'aime me mettre en danger et arborer plusieurs casquettes aussi, d'où ces besoins de changer de coiffure, changer de métier, entre guillemets. Marrante, oui, c'est vrai. Et voilà. Alors vous n'avez pas peur que l'émission permettent de découvrir une chanteuse meilleure que vous? Non, absolument pas. Il y en a plein des meilleurs que moi. Mais ils ont fait des castings déjà. Il y a des gens qui chantent bien. Ah oui, moi j'ai ma nouvelle star déjà. Je l'ai vue, je vous dirai pas qui, mais. Ah, vous savez qui c'est déjà? Et c'est pas le meilleur chanteur d'ailleurs, mais qui a un charisme et qui a juste un tout finalement qui fait qu'il sort du lot et. Elle est bavarde, hein? Pardon? Non, il me dit elle est bavarde. Ah. Oh, j'ai rien dit, moi, pas du tout. Je vais essayer de faire des phrases plus concises. Quel connard. Mais non, c'est très bien. J'ai rien dit. Elle est bavarde. Vous avez déclaré, on va découvrir la vraie Tamara. C'est l'affiche noire. Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'affiche noire? Je vois plus rien, moi. Est-ce que la vraie Tamara a parfois des idées noires? J'ai des idées grises foncées. Ah ouais? Souvent. Mais ça fait partie d'un ensemble, je crois. C'est ce qui fait qu'on écrit des chansons, c'est ce qui fait qu'on se sent libéré quand on arrive à le faire, et c'est ce qui fait qu'on arrive à sourire encore mieux. Vos idées noires, vous les guérissez comment? Mon métier, c'est mes œillères. Et lorsque je travaille, ça aide beaucoup à soigner beaucoup d'autres choses. Ouais. Vous voulez pas qu'on se déshabille pour créer une ambiance? On rallume. Alors, la vraie Tamara, donc, elle est en jean, elle est en basket, elle est émotive, c'est ça? Elle est plus à l'aise dans ses baskets, elle est moins timide aussi certainement, elle est plutôt bout en train. Ouais. Et c'est vrai que lors des auditions, je me retrouve avec tous ces candidats, tous ces artistes dans ce qu'on appelle le foyer, donc l'endroit où ils attendent. Et puis je suis moins apprêtée que maintenant, je suis ne serait-ce que d'être en boots sans talons, ça change toute une vie pour une femme. Ouais. Vous voulez pas changer votre vie juste 2 secondes en enlevant les chaussures? Non, parce que les chaussettes ne valent vraiment pas le coup d'être vues. D'accord. Et maintenant... Est-ce que Benoît Paire vous étonne? Alors, je vais prendre l'option pixelisation tout de suite, direct. Ah ouais? Vous voulez pas parler? Non, c'est mon jardin secret. Très bon joueur. Oui, très bon joueur. Très bon joueur, mais enfin, quand même, il gagne pas souvent. Hein. Parce que si elle aimait vraiment le tennis, elle aurait pris Federer, quand même. J'ai appris à l'aimer, ceci dit, le tennis. Non, vous êtes pixelisé, vous avez la voix déformée. Vous. Ah bah c'est très bien. Non, moi, je vous conseille un truc, parce que nous, on a envie de remporter Roland-Garros. Donc, vous lui dites, tant que tu n'as pas gagné Roland-Garros, pas de sexe. On regarde. Oh là là, Benoît. Ouais. Là, franchement, je suis extra mauvais. Le mec est nul, j'ai juste à jouer 2 secondes, je pense que je gagne 6-2, 6-2. 2 secondes. C'était au premier tour. Ouais, voilà, c'est le genre de moment que vous préférez oublier ou qui font partie de Le problème, c'est que j'aurais peut-être pas dû rentrer sur le terrain, en fait. C'est que là, j'avais déjà ma blessure au genou, on voit les bandages, et je m'étais blessé quelques semaines avant. Ah, il a son petit caractère, hein. Dans la vie quotidienne, en fait, il ne s'énerve pas du tout. L'image qu'on peut projeter n'est pas forcément celle qu'on est dans la vie de tous les jours. C'est ce que je vous dis, dans la vie quotidienne, il est super cool. C'est ma façon de vous répondre. Mais là, on va voir, par exemple, un jour où il avait raté la mayonnaise. Voilà, c'est tout, il est cool. Après, c'est quand son ordi a planté. Là, c'est quand il trouve plus ses clés, là. Ça l'énerve, ça l'énerve. Et puis après, il avait emmêlé ses écouteurs, bon. Mais à part ça, tout va bien, non? On va faire un petit jeu inspiré de The Voice. Vous êtes prêts? Interview sandwich. Non. Ah bon. On va faire entrer 2 chanteurs et vous allez nous dire celui qui chante le mieux, et quand il y en a un qui chante bien, vous vous retournez, d'accord? D'accord. Votre nom? Florian. Allez-y, chantez, monsieur. Quitte à tout prendre
ça dans mon revolver. La voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Et vous n'aurez pas la liberté de penser. Voilà, stop Florent. Est-ce que vous vous retournez ou pas? Alors, voix placée, il chante juste un petit peu vintage, comme on dirait. Ah ouais, d'accord. Il a déjà des petits tics, et s'il est un peu âgé, c'est impossible à changer. Alors, pour faire le parcours, pour faire la suite, peut-être. Alors, pas. monsieur, asseyez-vous. Faites entrer le deuxième chanteur, s'il vous plaît. À vous, monsieur. Argent, trop cher. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égal ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Stop. Yes. Monsieur, montez sur l'estrade, tous les deux. Florent, attends, ne bougez pas. Florent, votre avis? Alors, j'ai une voix un peu plus jeune, elle manque de tissu. Il y a une bonne technique, ça chante juste aussi. Les deux chantent juste et sont plutôt en place. Au départ, tu sens que le deuxième, il est un peu plus stressé, puis après, ça devient mieux. Mais il manque un poil d'étoffe dans la voix, et tu sais que il faut plus de possibilités pour la suite des événements. Et ça reste deux performances. Et le look, Florent, qu'en pensez-vous? Alors là, j'ai pas vu. À mon avis... Allez-y. Je regarde. Dommage. Ça suit. Bon, là, c'est plus cool. C'est des sosies. Mais vous avez tous les deux la technique, ça fonctionne et tout. Après, si on parlait, moi, j'étais en référence de The Voice en me disant... le voyage, il est compliqué et long. Surtout que le premier, il y a 2 jours, il faisait Zazie à la base. Merci. Voilà. Merci, messieurs. Vous êtes ici ce soir, Philippe, pour votre nouveau livre, publié chez Flammarion, intitulé « Eh oui, je suis encore là et je vous emmerde ». Alors Philippe, tout va bien. Vous avez 87 ans et franchement, vous ne les faites pas. Vous faites... Le temps que votre présentation soit terminée, j'en aurai 88. Ah. Non, vous allez très bien. Vous êtes très en forme. Finalement, vous auriez pu faire les grosses têtes 3 ans de plus. Oui, d'ailleurs, c'est ce que le président de RTL a bien voulu me dire. Mais bon, il fallait penser à la relève de toute façon. Et voilà. C'était quand même mieux avec vous qu'avec l'autre PD, hein. Surtout on peut partir après ça, quoi. J'avais prévenu la direction qu'à 90 ans, je prendrai une année sabbatique.
sérieusement, quand vous entendez cette musique, ça vous fait un petit pincement au cœur quand même? Oui, oh ben c'est le réflexe conditionné que les animateurs, les présentateurs connaissent bien. Il y a 3 ou 4 notes et puis on est un autre homme pendant une demi-heure ou une heure. Ça dépend du budget de la station. Je l'adore. Est-ce que vous avez écouté ce que fait Ruquier? Non, je pense qu'il est lui-même trop occupé pour se préoccuper de ce que je fais et ça conditionne l'estime que nous nous portons l'un à l'autre. Alors, en fait, non, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent Ruquier et Philippe Bouvard ne se sont pas parlé pendant 2 ans et ils se sont réconciliés, en fait. Sur l'oreiller. Ils se sont serrés la main à la conférence de presse d'RTL en septembre 2016. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit vous êtes devenu philosophe, soit vous avez oublié que vous avez présenté les grosses têtes. Non, mais enfin, ça s'est bien passé. Je veux dire, j'ai recompté mes doigts, il y avait le nombre. Hein. Alors, vous avez déclaré « Je ne souhaite pas que Laurent Ruquier se plante aux grosses têtes, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je suis pas loin. On sait où me trouver. » Vous savez, il faut savoir tourner les pages, mais quand il y a eu beaucoup de pages, c'est long et c'est pas commode. Bravo. Alors, ici la voix. Oui. Thierry, ayez le courage de dire à Philippe Bouvard que vous-même, vous êtes régulièrement aux grosses têtes. Oui, ça m'arrive d'y aller, je suis très flatté d'aller aux grosses têtes. Mais c'était mieux avant. C'était mieux avant. Maintenant, on va regarder un moment très émouvant. C'est la dernière des grosses têtes de Philippe Bouvard. J'y étais, Thierry. Tu étais? Tout le monde pleurait. Bah oui, c'est normal. Alors, vous savez qu'en plus, non seulement vous êtes parti, mais en plus, RTL va déménager et ils ont enlevé la Vassarelli, là. Ils ont sacrifié leur façade et la mienne n'est pas en très bon état. Mais vous savez, Philippe, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que Laurent Ruquier que vous avez inspiré. Moi aussi, quand j'étais adolescent, je regardais samedi soir à la télévision et on ne peut pas dire que ça ne m'ait pas inspiré aussi. On regarde. Merci. Tiens, il y a toujours un tas de questions qu'on peut se poser à votre sujet. Est-ce que, par exemple, il vous arrive parfois de regretter de ne pas avoir fait davantage d'études? Oui, c'est vrai, je le regrette. Toute jeune, j'ai regretté de ne pas avoir à l'école, d'avoir pas appris suffisamment de choses. Et j'aimerais pouvoir être comme vous, jongler avec les mots comme vous le faites. Est-ce que vous considérez qu'on ne peut pas réussir seul quand on est une femme dans le métier que vous faites? En ce qui me concerne, oui. Je pense que c'est un métier très difficile et je ne peux pas le faire seul. Il faut être protégé. Pour moi, oui. Comme à Pigalle, mais enfin ça c'est honnête, bien sûr. Elle n'a pas compris. Je voudrais faire un bande honorable parce que je me suis beaucoup moqué de Mireille. Et d'abord, c'est toujours une merveilleuse chanteuse. Elle a une voix à nul autre pareille. Mais surtout, j'ai découvert que c'était une femme exceptionnelle. Parce que je me suis moqué d'elle pendant, par galanterie, je dirais, une quarantaine d'années. Et un jour, je reçois une lettre de l'Élysée disant « Vous êtes invité à la remise de la Légion d'honneur à mademoiselle Mireille Mathieu. » Alors je dis « Bon, elle convie toute la presse, j'en fais partie, c'est gentil à elle, mais j'y vais par curiosité. » Et j'étais le seul journaliste avec la famille. Vous aviez fait un coup à Mireille Mathieu à la radio, c'est-à-dire que Johnny Stark, qui était le manager de Mireille Mathieu, avait demandé à Philippe
préparait, Philippe a donné les questions et Mireille avait préparé les réponses. Sauf que Philippe a commencé à la deuxième question et c'était épouvantable parce qu'elle répondait dans l'ordre, mais à partir de la deuxième question. Il y a eu un petit décalage, hein. Et maintenant, vous ne serez pas étonné qu'on fasse un quiz. Qui a dit spécial Dieu? Je vais donner des phrases, vous allez me dire qui les a écrites. Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même... Woody Allen. Je ne me sens pas très bien. Woody Allen, Ramzi Bedia. Un collab sur Woody Allen. Dieu existe-t-elle? Christine Angot. C'est sur indice, c'est sur France 2. Léa Salamé. Non, c'est un mec qui est génial. Sur France 2. Comment veux-tu qu'on trouve? Un mec qui... Ouais, c'est génial. Sébastien? Bah oui, voilà l'indice. C'est pas mal. Dieu existe-t-elle? C'est pas mal. Un ami à toi. Si Dieu avait voulu qu'on aille à la messe, il aurait fait des bancs d'église plus confortables. Bigard? Non. Un ami à moi? Ouais, quelqu'un que tu respectes beaucoup. Mais je respecte personne. Ah, Ben Laden. Ne ris pas parce que Ben Laden est né le même jour que Ramzi. Ah ouais? Eh ouais, mon vieux. Comme quoi, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Non, c'est ton ami Jean-Yann. Ah, bah, c'est mon idole, c'est pas mon ami, c'est mon idole. Dieu est gaulliste, qui a dit ça? Marine Le Pen. Non. De Gaulle? Ouais, De Gaulle. Non. Quelle leçon pour Zemmour, hein. Dieu créateur de tout, responsable de rien. C'est un génie qui a dit ça. Grandet? C'est toi, connard. C'est moi. Mais ouais. Eh oui, c'est moi. Eh oui, oui, oui. Mais c'était dans mon dico, bien sûr. Qui a gagné? Ramzi, monsieur Ramzi Bedia. Alors, je vais te dire, quand je me souviens de Éric Zemmour qui critiquait soi-disant ton manque de culture. Parce que j'avais une veste rose à l'émission. Ouais. Ah. C'est peut-être pour ça qu'il m'a pas respecté. C'est le costume qui fait tout, en fait. Il est top. Tu l'as acheté où? Dans une marque très très élevée. Fais ça. Oh, regarde, non, arrête, il y a l'antivol. Écoutez, c'est génial de vous avoir tous les deux en face de moi. J'ai l'impression d'être Laurent Ruquier d'un coup. Éric Zemmour, Éric Nolot, rebonsoir. Alors, à partir du 11 octobre, tous les mercredis à 20h50 sur Paris Première, c'est le retour de votre émission Zemmour et Nolot, animée et arbitrée par la fameuse Anaïs Bouton. Alba Ventura fait partie aussi de l'aventure puisqu'elle décrypte les coulisses de la vie politique dans votre émission. On regarde à quoi ça ressemble. Je présente Éric Zemmour, Éric Nolot, le Muppet Show. Quand il y a des choses positives qui se font, on n'entend plus rien. Je vois pas beaucoup les choses positives, mais... Ouais, mais parce que... Je suis professionnel du négatif, c'est ça? Non, bah à force de faire le con, vous avez de la merde dans les yeux, c'est tout, quoi. Ah bon? Je croyais que c'était un autoportrait, ça, alors. Je voudrais qu'il réponde à ma question. Éric, j'en ai marre. Est-ce que t'as une question? Oui. Les idiots utiles comme toi, Nolo, vous êtes tombés dans le panneau. Oh, idiots utiles. Oui, je sais bien que t'aimes bien cette expression. Ah ouais, surtout la 10 millième fois, là, je commence à... Oui, bah justement. Oui. Dans le débat... Pardon d'avoir été un peu long, mais... Tu as été trop long. En plus, en utilisant des arguments qui ne sont pas à la hauteur de ton habituel talent. Oh, Nolo, mais la lumière vient à Nolo. Oui, pourtant, à force de te fréquenter, elle aurait dû me venir un peu. Voilà. Capitalistique. C'est à force de me fréquenter. Éric est pas content du tout. Mais moi non plus. Hein, et vous, Éric, je mets un S. Non, c'est pas l'histoire pour les nuls, monsieur Nolo. C'est l'histoire que tu devrais connaître. Il y a des gens qui vous aiment et qui le disent. Et voilà, Zemmour et Nolot, le mercredi à 20h50 sur Paris Première. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mercredi 11 octobre. Voilà. Alors. Voir sous les jupes des filles. Non, Laurent, arrête-toi maintenant. Arrête-toi. Dans le soir, elles ont mis des jupes. Baisse la tête. Baisse la tête. Est-ce que vous savez pourquoi la chaîne est toujours cryptée? C'est pas à cause de Zemmour. C'est le CSA qui a estimé que nous n'étions pas dignes de passer en clair. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi? Non, que Paris Première n'était pas une chaîne assez originale. Et moi, ma théorie personnelle, c'est que c'est plutôt une décision politique. Pourtant, le CSA est un organisme indépendant de toute politique. J'allais le dire, mais vous m'avez précédé, Thierry. Bah, bien. On salue le CSA. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien.
en cette saison? C'était quoi le meilleur moment, Éric Zemmour? Je pense qu'il y a eu des... Enfin, moi, ce que j'ai aimé, il y a eu des débats assez musclés. Ouais. Assez... Ah oui. Oui, il y avait Onfray est venu. Avec Tapi, c'était fort. Non, il y a deux types de débats musclés. Il y a des débats intellectuellement exigeants. Donc il faut, pour nous, c'est formidable, on s'accroche et tout, on se bat avec des gens bons. Et puis il y a des débats où il faut s'accrocher à la table et rentrer dedans, comme avec Tapi, comme avec Dupond-Moretti, comme avec d'autres. C'est deux registres différents. Il y a des débats cérébraux et des débats hormonaux. Pas tout à fait la même ambiance, ni les mêmes arguments, bien sûr. Est-ce que les gens viennent pour s'affronter à vous en disant « je vais me payer Zemmour » ? J'ai tout le temps ça. Ouais. Alors il y en a qui rentrent directement, j'ai pas dit encore un mot. Ouais. Non mais je vous assure que parfois c'est un peu surprenant. Et il m'agresse directement. C'est les mots que vous avez dit avant. Oui, oui, sans doute. Oui. Mais il a changé Zemmour parce que justement chez Ruquier un jour il m'a dit Laurent Baffie, vous ne m'avez jamais fait rire. Et là il était mort de rire. Depuis que je ne respecte plus les femmes, il est dépouillé de rire. C'est fou, hein. Alors est-ce que il y en a un qui... Les Chinois toujours un petit délai. Hein. Pourquoi Mélenchon refuse de venir? Vous lui avez pas proposé la business class, peut-être? Non, Mélenchon, c'est moi. C'est un dossier personnel, oui. Ouais. Ça s'était pas très bien passé, pour dire le moins. On n'est pas couché. Et c'est un peu quelque chose qui revenait, c'est dès qu'on conteste quelque chose... Vous n'avez pas lu mon livre. Ah oui. Donc j'avais dit si, et je l'ai même tellement bien lu que j'ai relevé toutes les coquilles, et j'avais fait un relevé de toutes les coquilles. Il y en avait une centaine. Et il avait envoyé, je crois, un mot à son éditeur, que je connais, et qui avait dit la prochaine fois que je croise Nolot, je lui pète les deux jambes. Et moi, j'attends toujours, puisque j'en ai pas vraiment l'usage, donc je m'en fous. Mais il ne veut pas venir. Vous bossez assis, vous? Oui, moi je suis assis, donc je m'en fous. Confidence pour confidence, il ne veut pas venir ici non plus, parce que j'ai eu le malheur d'écrire que c'était les communards qui avaient incendié le palais des Tuileries. Je voudrais pas être désagréable, mais on a connu des révolutionnaires plus courageux, quand même. Oui. Ouais. Voilà. D'abord, et puis ensuite, malheureusement pour Jean-Luc, c'est que c'est bien les communards qui ont incendié les Tuileries. Ben oui. Vous lui demanderiez quoi, Mélenchon, s'il allait chez vous, là, par exemple? Moi, je pense qu'il est l'allié objectif de Macron, donc... Ah oui. Mais oui. Oui, c'est Pipo et Mario. Mais évidemment. Je poserais une seule question, moi. Je lui dirais, 30 ans apparatchik, et un matin, vous vous réveillez, vous êtes Che Guevara. La question, c'est sans déconner. C'est tout. Je m'arrête là. C'est con qu'ils viennent pas, alors. Vraiment. Alors là... Alors... Ça fait quand même 7 ans de Paris Première, 10 ans si on ajoute évidemment On n'est pas couché. Vous faites comment pour vous surprendre encore après 10 ans de vie commune? Éric, vous dites des fois des trucs positifs sur les femmes, sur les étrangers, pour essayer de le surprendre un peu, non? Comment vous faites? Mais je cherche pas du tout à le surprendre. Non, moi je pense qu'il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui, pour changer, se contredisent, et il y a les gens qui ne veulent pas se contredire au risque de la cohérence. Moi, j'ai choisi la deuxième catégorie. Ça peut être ennuyeux parfois, mais bon, Ici, voilà. la voix. Oui. Éric Zemmour se trompe. Il y a 2 sortes de gens sur Terre. Ceux qui pensent qu'il y a 2 sortes de gens sur Terre et les autres. Non, je crois que le secret de notre longévité, c'est que c'est une relation qui n'est pas basée sur le sexe. Oui. C'est un mariage de raison. Et ça permet de durer plus longtemps. C'est plus sain. C'est vrai que vous êtes assez différents, en fait. Il y en a un qui est plutôt de droite, un qui est plutôt de gauche, un qui est brun, l'autre qui est châtain, il y en a un qui est méchant et l'autre qui est méchant. Vous voyez en dehors de l'antenne? Pas assez peu. C'est ce qui permet de garder une certaine spontanéité. Une certaine fraîcheur. Non, mais c'est vrai. Alors, vous savez que le jour où l'un d'entre vous va mourir, c'est à l'autre qu'on va demander une réaction. Vous savez ça? Est-ce que vous avez déjà pensé ce que vous allez dire? Non. Ah non, ça, mais heureusement. C'est vrai qu'on n'est pas assez tordu pour imaginer un truc comme ça, mais moi, oui. Non, mais là, c'est oui. Non, mais là, c'est intéressant. Moi, oui. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que Nolo pourrait dire? Bah si, malgré tout, c'était mon ami ou... Non. Et vous pensez quoi de Nolo, alors? Il a parfois un don de la répartie que je lui envie. Ouais. Là, je plaisante pas. Ouais. En revanche, je pense que... Politiquement... Ouais, il comprend pas tout. Ouais. Mais sinon, il n'y aurait pas d'émission. Alors, justement, Éric Nolot, suite à une interview d'Éric Zemmour dans le magazine Causeur, où il expliquait qu'il respectait les gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, vous avez affirmé « Je suis en désaccord avec chaque syllabe de cette interview, mais je ne pense pas que le zemmourisme soit contagieux. Jamais
je ne regretterai d'avoir fait équipe avec Zemmour et jamais je ne trahis les amis. C'est assez bien. Il y a des sommations à renier des amitiés. Mais oui. C'est très étrange quand même. Parce que admettons que j'obtempère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quelqu'un qui renie un ami pour obtempérer à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors, Laurent Ruquier, lui, regrette d'avoir fait équipe avec Zemmour et de vous avoir laissé parler aussi longtemps. Alors là, j'allais dire, on regarde. Sauf que la production de On n'est pas couché ne veut pas me vendre l'extrait où Laurent Ruquier dit qu'il vous a trop laissé parler. C'est vrai, vous pensez? C'est dérisoire. Ouais. C'est dérisoire. Il était bien content que je parle quand je crois que ça faisait de l'audience. Et oui, ça a animé l'émission. Et ça a animé l'émission. Je ne partage pas toutes vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer. Mais c'est surtout Qui a dit ça? Condorcet ou Voltaire? On dit que c'est Voltaire, mais c'est pas sûr. Voilà. Et puis un épisode des Schtroumpfs sans Gargamel, c'est moins bien, forcément. Tu trouves vraiment qu'il ressemble à Gargamel? Oui, incroyable. Ouais. Hein. Ouais, moi aussi. Incroyable. Ma fille lui a demandé un autographe. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous, on est très heureux que tu sois. Bonjour Thierry, et je suis vraiment très content de passer ici après Gaspard Proust, après Stéphane Guillon. C'est donc la première fois qu'à cette place, vous avez quelqu'un de souriant. Et oui, mais ça change, et rassurez-vous Thierry, vraiment, c'est pas parce qu'on est souriant qu'on n'a que de bonnes intentions. On va en voir quelques exemples. Voilà, nous avons Kim Jong-un, nous avons Jean-Marie Le Pen, le Joker de Batman et le Joker d'RTL. Chaque semaine, j'agencerai ma chronique comme un journal. Et ça, je le dis pour Jean-Pierre, un journal, c'est quand on met les sujets dans l'ordre d'importance des informations. Vous devriez essayer. C'est parti! Nicolas Sarkozy l'assure, Brigitte Macron a voté pour moi toute sa vie, a-t-il dit. Alors moi, je voudrais pas paraître désobligeant, mais il est probable qu'une fois, elle ait quand même voté Pompidou. Emmanuel Macron, toujours. Son nouveau chien, Nemo, a uriné en pleine réunion sur une cheminée de l'Élysée. Oui, là. Il a vu son maître pisser sur le code du travail, ça l'a inspiré. Et on notera que ça ne se serait jamais passé avec l'autre toutou d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, est beaucoup mieux éduqué. Laurent Wauquiez continue à affiner son personnage. Il est conscient de la nécessité de brûler son étiquette d'énarque. Brûler, le verbe est fort. Mais voilà, pour être certain de ne pas devenir la droite molle, la droite si molle. Jeu de mots de qualité. Oui, j'ai bossé, j'ai bossé. Fais-moi là, c'est comme ça. Voilà, ça couvre. Et voilà, je vous dirais que s'il fallait vraiment brûler quelque chose chez mon Lolo, ce serait d'abord ses costumes de fête. On se souvient de celui-là, voilà. Ouais. C'est pas un montage, c'est pas un montage. Qui imagine le général de Gaulle avec un colon moulant et une crêpe sur la tête? Je ne sais pas. Les brèves. Toulouse, elle confond une bouche de métro avec une entrée de parking. Et c'est sans doute un peu de la même manière qu'a été inventée la sodomie. Ça fait rire les gros dégueulasses du public, Rohan. Ça me fait rire aussi. Oui, je comprends bien. C'est pour ça que je l'avais faite. International, la clinique suisse qui soigne les addicts au sexe. Et c'est bien, franchement, de mettre ça en Suisse, parce que quand tu arrives en Suisse, si tu ne débandes pas, c'est vraiment que ton cas est désespéré. Et je sais qu'on nous regarde depuis là-bas, et c'est pour moi l'occasion de saluer mon prédécesseur, Gaspard Proust. Bon rétablissement, vieux. Poitiers, un clitoris géant va être installé sur le campus de l'université pour revendiquer l'égalité homme-femme. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une bonne initiative, Thierry, parce que souvent, on dit que les hommes ne savent pas où se trouve le clitoris. Et bien maintenant, on sait, il est à Poitiers. Bravo! Et culture. Ah, c'est chic, c'est
Bravo. Ouais, non, parce que chaque semaine, je terminerai par une proposition de sortie culturelle avec l'artiste de la semaine. Et aujourd'hui, je propose le photographe chinois Liu Bolin. Il sera exposé à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 29 octobre. Il s'agit donc d'un artiste chinois qui fait des autoportraits et il disparaît dans le paysage. En gros, il a piqué le concept de François Hollande pendant son quinquennat. Non, mais c'est chouette parce que voilà, d'habitude, les Chinois qui disparaissent dans la nature, ce ne sont pas des artistes, ce sont des opposants politiques. Et on va, oui, merci. Et on va voir quelques images pour vous donner envie. Voilà, il est perdu comme ça dans le mur de briques. Vous, Thierry, par exemple, si on vous met un mur noir, on vous met devant, vous pourriez faire ce genre de choses. Une autre image où il imite Michael Schumacher, il fait le légume. Liu Bolin s'essaye aussi à l'art qui dérange. Avec cette œuvre-ci, il n'hésite pas à dénoncer ce fléau des grandes capitales, ces gens qui restent debout, immobiles, au milieu de l'escalator, alors qu'ils devraient se ranger sur la droite. Et un petit dernier que j'aime beaucoup, on le voit ici, vous voyez, il est dans une salle de spectacle, et ce qui prouve qu'on devrait y regarder à 2 fois avant de conclure qu'il n'y a pas de public dans les pièces écrites par Bernard-Henri Lévy. Voilà. Vraiment, allez-y et dites-vous que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on n'a pas le droit d'en parler. À la semaine prochaine. Bravo, très bien. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi soir. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Alors, grand reporter, vous avez sillonné de nombreux théâtres d'opération partout dans le monde, l'Afghanistan en premier lieu. Ici la voix, Thierry, vous êtes en train de lire les fiches d'Anne Niva. Alors, en 2001, après la mort accidentelle de votre frère, vous tournez le dos à cette vie de baroudeur pour étudier les phénomènes extraordinaires et en particulier la vie après la mort. Mais en 2014, vous décidez d'aller vous ressourcer dans la forêt amazonienne et là, vous avez une vision qui vous bouleverse, un officier SS qui meurt sur le front russe, comme si c'était vous. De retour en France, vous découvrez que cet officier a réellement existé, vous vous lancez sur ses pas. Cette enquête, vous la racontez dans un livre intitulé « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre », publié chez Mama, et dans « Salut les terriens ». Alors Stéphane Alix, vous êtes né le 1er août 1968 à Boulogne-Billancourt. Votre père était professeur de géographie en Hippocagne et artiste peintre. Votre mère était femme au foyer et sculptrice. Donc une famille plutôt chaleureuse en fait. Complètement chaleureuse, tout à fait normale. En 1987, vous entamez votre classe de terminale, mais au bout d'un mois, vous plaquez tout pour vous consacrer à votre passion, la photo. Vous demandez à vos parents de nous faire confiance en disant « Écoute, je reviens dans 2 ans, on verra bien ». 2 ans après, vous avez signé un papier dans Le Monde sur la révolution népalaise et votre père vous dit « Tu l'as ton bac ». Exactement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance pour que je suive un parcours un petit peu atypique. Ouais. Et ça a été un grand soutien, oui. Ouais. Le 9 mai 1988, c'est en Afghanistan que vous partez, vous avez 19 ans. Vous infiltrez Kaboul, alors tenu par les troupes soviétiques, avec les moudjahidines chiites pro-iraniens. Et quelques mois plus tard, vous publiez dans l'Événement du jeudi un papier sur cette 5e colonne. Donc désormais, vous faites partie du club des grands reporters. Et là commence votre vie de globe-trotteur, le Tibet, la Corne de l'Afrique, Madagascar, l'Iran, le Pakistan, l'Asie centrale, le Caucase. Et en 1995, vous êtes le premier journaliste français à rencontrer le fameux Mollah Omar, chef des talibans. Vous faites à nouveau un papier dans l'Événement du jeudi. Et là, le 12 avril 2001, en Afghanistan, votre destin bascule. Vous êtes à Kaboul avec vos 2 frères.
vous souhaitez travailler sur le patrimoine historique et archéologique afghan. Il faut dire quand même que c'est l'année où les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan. On était à Kaboul depuis 6 mois quand c'est arrivé. Oui. Voilà. Et là, votre frère meurt dans vos bras suite à un accident de la route. Vous décidez d'abandonner le grand reportage pour vous consacrer à étancher votre soif d'essentiel. C'est le mot, c'est exactement ça. Bouleversement. Vous savez, toutes les questions qu'on remise de côté en disant bon, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, pour l'instant, il faut que je bosse, il faut que je vive. Bah là, tout d'un coup, en ramassant le corps de mon frère, je me dis non, je ne remets plus à plus tard, il faut que je comprenne. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a une logique à tout ce qui se passe? Et est-ce que je peux le faire en tant que journaliste rationnellement? Voilà, c'est le grand débarrage. Avec votre approche, c'est très important. Avec votre approche journalistique, en vérifiant les faits. Ah bah, je ne cherche pas de religion, je ne cherche pas de spiritualité particulière, je ne cherche pas de réponse philosophique. Je veux savoir concrètement qu'est-ce qui se passe après la mort et est-ce qu'on peut le savoir en faisant une enquête sérieuse comme je le faisais sur le trafic de drogue ou les talibans avant? Est-ce que c'est possible? Vous rencontrez de nombreux chercheurs à travers le monde et vous arrivez à une conclusion, finalement, que la conscience n'est pas une sécrétion du cerveau, mais existe en dehors. C'est pas moi qui arrive à cette conclusion, c'est les médecins, les chercheurs que je rencontre. Mais oui, mais on est d'accord. Je pense que c'est la prochaine étape. Je pense que quand on va comprendre que la conscience, que l'âme, ce qu'on appelle l'âme dans les religions, n'est pas une sécrétion du cerveau, mais a une existence propre, ça va être une révolution copernicienne. Et que le cerveau, plutôt que de générer cette conscience, serait plutôt comme une sorte de transistor, un poste de détection qui nous permet de capter cette conscience et de la traduire, de parler, d'être... Et où serait le siège de la conscience, si ce n'est pas le cerveau? Nowhere. En dehors de l'espace et du temps. Nowhere, voilà. Oui, il y a eu quelque chose de déterminant, c'est qu'on vit tous de façon unanime, essentiellement en Occident, en se disant qu'après la mort, il n'y a plus rien, que le cerveau meurt, il n'y a plus de conscience, mais c'est basé sur aucune certitude scientifique, cette assertion. Oui. Donc on s'accorde dessus comme par une espèce de consensus, mais il n'y a aucune preuve qu'il y a une vie après la mort, mais il n'y a non plus aucune preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort. Bien sûr. Donc cette ouverture permet là, je reconnais bien votre esprit cartésien. Complètement. Voilà, c'est très bien. Alors à partir de là, vous vous penchez avec sérieux et rigueur sur des sujets dits surnaturels que vous préférez appeler extraordinaires. Pourquoi le mot surnaturel? Parce que surnaturel, paranormal, tout ça, ça convoque un certain nombre d'idées préconçues qui sont plutôt des idées de rejet. Extraordinaire, c'est vague, mais ça a au moins le mérite de désigner clairement de quoi on parle. On parle de quelque chose qui sort de notre ordinaire et qui ferait peut-être bien d'être considéré plus comme quelque chose de normal. En fait, on s'auto-censure, toutes et tous. Une femme va vivre une expérience de mort imminente suite à un accident, elle va même avoir de la difficulté parfois à en parler à son mari. Parce qu'il y a une espèce de consensus, tout ça c'est du bizarre, tout ça c'est du pas réel, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et moi ce que je fais depuis 15 ans en tant que journaliste, c'est ouvrir les portes, et je m'aperçois qu'en fait des milliers, des dizaines de milliers de gens vivent des choses comme ça autour de nous. Et en libérant cette parole, on s'aperçoit que tout ça est vraiment, au contraire, une partie de notre réalité. En 2015, vous publiez chez Albin Michel, et vous êtes venu à l'époque sur ce plateau pour en parler, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez enfermé dans le cercueil de votre père un certain nombre d'objets que vous étiez les seuls avec lui à connaître. Un an après, il y a 6 médiums qui nomment les objets qui étaient enfermés dans le cercueil de votre père. Je connais le sujet, je connais des médiums, j'en ai interrogé, j'en ai testé, mais de le faire moi-même avec des objets que j'avais cachés, mon père ne le savait pas avant de mourir, je lui ai dit après sa mort. Donc j'étais l'unique être vivant, ni ma famille, ni ma femme, ni mes amis, ni ma mère n'étaient au courant de ça. Donc quand effectivement ces médiums commencent à parler des objets et puis de plein d'autres choses, c'est vertigineux, on ne peut plus s'échapper là. Ce qui est irrationnel, c'est de ne pas y croire, vous dites. Ce qui est irrationnel, c'est de se dire qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'intéressant dans ce sujet-là et que ça ne mérite pas l'examen. Ça, c'est une position qui n'est pas une position scientifique, c'est une position de croyant qui ne veut croire en rien du tout. Alors, début 2014, vous décidez de faire un break, vous êtes fatigué, limite burn-out, vous décidez de lâcher prise, vous partez au Pérou, à Tarapoto. Tarapoto, pour 20 heures pour y arriver. Quand vous êtes à Tarapoto, vous marchez encore 45 minutes pour arriver à Terra Nova. Alors, Terra Nova, c'est une retraite coupée du monde où se retrouvent des gens qui veulent pratiquer l'introspection, c'est ça? En fait, c'est un centre chamanique qui pratique la médecine amazonienne et qui permet effectivement de découvrir cette médecine, de découvrir les possibilités d'introspection qu'elle permet à travers un travail de diète avec des plantes et avec
un isolement. L'idée, c'était vraiment de me couper de tout. Pour aller au plus profond de moi, j'avais vraiment besoin de faire un bilan de vie, comme ça nous arrive parfois. Un jour, vous êtes là-bas, donc, à Terra Nova, vous avez un paysage devant vous, et d'un seul coup, le paysage devient uniformément blanc. Vous voyez un char d'assaut. Et derrière le char d'assaut, vous voyez des hommes qui avancent, protégés par le char d'assaut. Des Allemands. C'est la guerre, et vous êtes l'un d'eux. Vous découvrez que vous êtes l'un de ces hommes qui marchent derrière le char d'assaut. Un officier SS qui meurt. Il meurt d'un éclat d'obus qui lui a sectionné la jugulaire. Et là, vous savez comment cet homme s'appelle. Vous avez son nom, Alexander, et bientôt Hermann. Tout ça vous arrive. Et vous avez le sentiment qu'il s'agit de vous. Dans ce moment qui est un moment où je suis relaxé, allongé sur mon lit, les yeux fermés, mais je ne dors pas du tout. Effectivement, cette scène qui est énormément émotionnelle et complètement inattendue, je sens une proximité très forte avec cet homme. Je suis à la fois observateur, il est là à 1 mètre de moi quand je le vois prendre cet éclat d'obus, et à la fois je me glisse dans son corps à d'autres moments. Il y a ce va-et-vient permanent, cette scène de sa mort se répète à plusieurs reprises, et j'ai même son grade, alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Obersturmführer. Obersturmführer, qui me vient à l'esprit. Ouais. Alors l'expérience se prolonge, vous le voyez dans sa vie civile, vous le voyez à Paris. Au départ, vous pensez que ces réminiscences sont le fruit de votre culture. Vous dites, j'ai lu Little, j'ai lu Les Bienveillantes, j'ai lu pas mal, j'ai vu des films avec des soldats allemands, des soldats SS qui étaient en Russie. Donc tout ça me revient, je fais une projection. Voilà, vous croyez vraiment que tout ça est le fruit de votre esprit. Jusqu'au moment où vous allez sur Google, vous tapez Alexander Hermann, et là, il y en a 2 qui apparaissent, dont un était Obersturmführer. Vous décidez d'enquêter. Vous allez en Allemagne, vous allez en Russie, vous retrouvez l'endroit où il est mort. En fait, il faisait partie de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire de l'offensive hitlérienne contre la Russie. Donc voilà, vous repérez. Et une question vous taraude l'esprit à ce moment-là. Pourquoi Alexander Hermann, mort en Russie en octobre 1941, serait-il revenu, si on croit à la réincarnation, serait-il revenu dans un embryon français conçu à Paris autour de Noël 1967? Parce que c'est ça l'histoire. En fait, l'élément vraiment déterminant qui, pour moi, a transformé cette expérience qui me paraissait simplement être une coïncidence curieuse, c'est le fait que j'ai eu entre les mains son dossier militaire 1 an après cette expérience au Pérou, et que dans son dossier militaire, j'ai découvert son acte de décès qui stipule qu'il est mort touché par un éclat d'obus à la gorge. Oh là là. Et ça a été pour moi, ok, là on n'est plus dans la coïncidence, on n'est plus dans le truc bizarre, il y a quelque chose qui me concerne, qu'il faut que je comprenne. Quel est ce lien que j'ai avec cet homme? Est-ce que c'est moi dans une vie d'avant? Il fallait que je comprenne. Et à partir de ce moment-là, j'étais acharné à faire cette enquête. Est-ce que c'est vous dans une vie d'avant? Est-ce que c'est 2 âmes différentes dans le même corps? Il est difficile de trancher là-dessus. Il est évident qu'il y a un lien, il est évident qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. De découvrir sa vie, de découvrir son parcours, de réapprendre en fait ce qu'a été la montée du nazisme me fait aussi prendre conscience de ce que je porte. Alors je partage évidemment aucune de ces idées, mais je suis obsédé par la guerre et la violence depuis tout jeune. Je suis parti à 19 ans rejoindre les Moudjahidines. La guerre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre, comme si cette espèce d'obsession me poursuivait. Et en fait, je me rends compte, après quelques semaines d'enquête, que c'est comme si j'avais hérité non pas de ses pensées, ses idées, mais de ses traumatismes. Oui. Comme si quelque chose avait pu être transmis de cet homme jusqu'à moi aujourd'hui. Et j'essaie de le guérir, du coup, à partir de ce moment-là. Après 5 mois d'enquête, vous êtes convaincu que Alexander et vous n'êtes pas le même homme, mais l'émanation d'une même conscience. Ce qui est frappant, c'est que cet homme me ressemble pas. C'est pas moi. Il est mort il y a 72 ans. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je pense, ce que j'aime, ce que je déteste. Et on est profondément différents. Mais pourtant, on est liés par quelque chose. On passe maintenant à la question sous serment. Stéphane Alix, jurez-vous
que votre récit est parfaitement authentique? Je le jure, jusqu'à la moindre virgule. On rallume. Voilà, c'était les meilleurs moments de SLT saison 12. Tout de suite, je vous emmène pour un samedi soir à Pigalle. Restez sur C8. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.